On remarque depuis 1 an ou 2 que tu rapportes à certains procès qui se passent au sein du pôle pénal économique et financier, donc PPEF. Pourquoi tu as décidé de le faire? Je le répète très souvent, on n'est pas sorti d'un dîner de gala en 2011. Oui. On est sorti d'une grosse crise qui aurait pu briser tous les ressorts du pays, qui aurait pu briser les cœurs, qui aurait pu déchirer le tissu social. Quand on est sorti d'une crise comme on l'a connue, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. La corruption forcément. Et donc, il faut bien à un moment donné qu'on regarde froidement les choses et qu'on remette la société en état. Ce qui me choque, c'est que c'est la presse étrangère qui en parle. Je me dis, mais nous, on est où dans cela? La Côte d'Ivoire a besoin de cette information, Absolument. de savoir que tout le monde parle de corruption, d'enrichissement illicite. On voit des immeubles qui poussent. 98 immeubles Waouh! sont saisis, gérés par l'agence de recouvrement des avoirs criminels. Exactement, la GRAC. 15 milliards de francs CFA saisis. Ah ouais? Donc de l'argent sale. Les Ivoiriens ne le savent pas. Je sais dire que dans ce pays, la prison doit rester l'exception. La liberté doit être la règle. On ne peut pas continuer à donner l'impression que celui qui dit des choses que l'autre n'est pas d'accord, comme il est fort dans le moment, il doit pouvoir faire taire. Je ne suis pas d'accord. Mais je n'insulte personne. Bien sûr. Mais parce que ce que je dis aujourd'hui, je l'ai fait hier. Aujourd'hui, j'accueille Fernand Dédé, journaliste et communicant ivoirien reconnu pour la finesse de ses analyses et son regard posé sur l'actualité. Entre médias et communication institutionnelle, il a construit un parcours solide, mêlant rigueur journalistique, pédagogie et stratégie du discours public. Spécialiste des enjeux sociopolitiques, de la communication de crise et surtout de l'analyse médiatique, il défend une information responsable et un débat public éclairé. Aujourd'hui, il nous partage sa vision des médias, du monde, de la communication et surtout de leur rôle dans la société dans laquelle nous vivons. Vous êtes bien sûr là où il faut et ça démarre maintenant. Bonjour Fernand, Bonjour Edith. comment tu vas? Très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que tu ne prends pas beaucoup la parole, presque pas du tout. Je suis plutôt à l'aise sur mes réseaux sociaux. Surtout sur tes réseaux Je sociaux. pense que j'ai beaucoup parlé, trop parlé même dans les médias, pour me consacrer aujourd'hui à moi-même et surtout à mes réseaux sociaux. Ce que je veux dire, ce que je pense est sur mes réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand tu prends une journée, une de tes journées type au quotidien, à quoi elle ressemble? Tu es journaliste, tu rapportes l'information telle qu'elle est, mais à quoi ressemble une journée type de Fernand Dédé aujourd'hui? Alors, c'est bouger, regarder la société, regarder les hommes, les femmes, la pensée. J'aime beaucoup les hommes qui réfléchissent pour le futur. Je côtoie ce genre de personnes. J'essaie de me donner le temps de chasser le stress, de donner envie aux jeunes surtout de croire en leur force, en leur énergie. Ma journée, donc, je cherche toujours l'élément déclencheur qui va peut-être apporter la force de croire en l'avenir. On remarque depuis, on va dire, depuis 1 an ou 2 que tu rapportes tout ce qui se passe, on va dire, en tout cas certains procès qui se passent au sein du pôle pénal économique et financier, donc PPEF. Et bon, je ne vais pas dire que je me régale, mais je pense que la plupart des personnes qui te suivent, ton audience suit avec intérêt donc ce reporting que tu fais donc de certaines des audiences. Pourquoi tu as décidé de le faire? Écoutez, moi, je suis un peu iconoclaste. En fait, quand j'étais patron de médias dans la presse écrite, je ne comprenais pas qu'un journaliste n'invente pas le futur. J'étais tout le temps en train de demander à mes journalistes, à mes collaborateurs, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir vous-même? Qu'est-ce que vous aimeriez que l'autre vous dise? Qu'est-ce que vous voulez raconter comme histoire? Et donc, j'étais tout le temps à la chasse à l'informel, à l'élément que l'autre n'a pas forcément, mais dont la société a besoin. Donc, moi, c'est le sport, passionnément le sport, moyennement la politique. Je ne connais pas du tout l'économie, ça je regarde, je lis. Et puis, je vois la société ivoirienne. Je le répète très souvent, on n'est pas sorti d'un dîner de gala en 2011. Oui. On est sorti d'une grosse crise
et qui aurait pu briser tous les ressorts du pays, qui aurait pu briser les cœurs, qui aurait pu déchirer le tissu social. Et quand j'ai regardé que la Côte d'Ivoire a repris le chemin de son développement, la première conclusion que je tire, c'est qu'on a peut-être un substrat humain, intellectuel très fort, qui nous permettent d'enjamber malheureusement les morts qu'on a connus, les difficultés qu'on a connues, pour construire un idéal commun. Et je constate que pour rapprocher les gens, c'est le sport d'abord. Quand on est sur le terrain, on ne sait pas qui est originaire de telle ou telle zone, de telle région. On ne cherche pas à savoir qui est riche, qui ne l'est pas. On regarde que la passion de la balle qui roule. Quand il y a un but, même quand vous ne parlez pas, vous vous embrassez avant de savoir que... Exactement. Ensuite, moi, je suis passionnément pour la justice. La justice dans son essence. J'aime la liberté. Oui. J'aime le droit. Je défends toujours des causes, des personnes qui, j'ai l'impression, n'ont pas toujours les moyens de le faire, et je leur prête ma voix. Je ne supporte pas de voir quelqu'un souffrir, surtout parce que peut-être il n'a pas les moyens, surtout parce qu'il n'a pas de bons parents, surtout parce qu'il ne peut pas. Je donne toujours ma voix. Les gens sont souvent surpris de me voir dans certaines situations. Ils disent, mais il fait quoi là? Mais parce que j'ai l'impression que chacun a droit au moins à vivre dans ce monde, le temps que Dieu lui donne. Et il y a la justice judiciaire. Et je pense que quand on est sorti d'une crise comme on l'a connue, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. La corruption forcément, parce que certains pensent que c'est le temps de s'enrichir très vite, d'autres marchent pratiquement à toute vitesse vers l'argent facile. Oui. Et donc, il faut bien à un moment donné qu'on regarde froidement les choses et qu'on remette la société en état. Et moi, j'ai découvert le pôle pénal. Je ne le connaissais pas, le pôle pénal. Je ne le connaissais pas, mais j'allais très souvent au palais de justice quand il y avait des dossiers que je reportais. Et puis, je découvre le pôle pénal sur un procès. Okay. Ce qui me choque, c'est que c'est la presse étrangère qui en parle. C'était la drogue, le trafic de drogue, qui impliquait un trafic international de drogue, qui impliquait des caïds. Oui. Et c'est la presse internationale qui en parle. Je me dis, mais nous, on est où dans cela? Donc, je vais m'asseoir là-bas. Et je vois qu'il y a du monde dans la salle. Là, on est en quelle année? Là, on est en 2023. OK. Je constate qu'il y a beaucoup de... Et les noms, quand on profile les noms, mais ce sont des caïds, les patrons de la mafia. C'est-à-dire que notre petit pays, là, ces gens-là vivent ici avec nous. C'est ça. On ne peut pas imaginer, en fait. Mais c'est incroyable. Oui. Et j'entends le patron du réseau dire, mais vos policiers, il faut mieux les payer. Ouais. Ça, c'était scandaleux quand même. Je dis, mais la presse ivoirienne est où dans ce cas? Et moi, je m'intéresse à ce procès et je vois surtout la magistrate qui dirigeait le débat, mais elle était d'une patience incroyable. Alors, je raconte une anecdote qui m'a d'ailleurs collé à ça. Elle prend pratiquement 15 à 20 minutes à interroger une personne, un des prévenus, sur un fait, sur une photographie. Alors, le prévenu qui disait... écoutez, madame, ça, c'est une photo qu'on a prise dans mon ordinateur. C'est un ami qui est à Yamoussoukro qui m'a dit qu'il voulait me vendre un moteur de voiture. Je lui ai dit de tirer. Et elle repose les mêmes questions. Et puis, à un moment donné, elle va au bout de son idée. Et puis, elle appelle celui qui fait office qui est le patron. On appelait Devesa. Et elle l'appelle. Mais calmement, mais sans donner l'impression... Mais avec toute la finesse, M. Devesa là-bas, reprenez la photo. Avec douceur. Avec douceur, comme si elle n'avait pas... Elle présente la photo à Devesa et dit, mais oui, mais ça, c'est mon conditionnement, ça. Ah ouais. Mais j'avoue que pendant 1 heure, on a subi quelqu'un qui nous démontre par tous les moyens, mais c'est le saint des saints qui est là. Exactement. Il n'a jamais rien fait. Alors, je suis dans la salle, je dis, mais cette dame, elle est psychologue. Elle a ce calme, cette patience. De se mettre. Et elle regarde, alors qu'elle fait son travail, mais avec professionnalisme, avec la maîtrise nécessaire. Et je me rends compte que jusqu'au bout, donc tous les matins, chaque fois qu'il y avait le procès, le soir,
Je préférais ne plus déjeuner à la limite, mais ne pas rater un seul moment de cette crise. Mais la presse ivoirienne était très souvent absente. Wow. Et au fur et à mesure que je prends goût, et puis je me rends compte que en réalité, les effets revenaient vers moi-même. C'est-à-dire que je constate que des gens, plutôt que d'aller vers le pôle pénal, Ils viennent préféraient vers me toi. voir pour dire « Ah oui, votre papier, ça nous a gênés. Faites attention à vous parce que est-ce que c'est nécessaire que vous couvrez ça Ah ouais, alors que tu parce es que journaliste. C'est ton il y en a rôle. qui négocient pour me dire vraiment, il y a un procès qui est programmé. Nous sommes partie prenante. Nous souhaiterions que vous ne veniez pas couvrir. Je dis, mais alors si à moi, le bois sec, des gens viennent vers moi, qu'est-ce qu'ils feraient de ces magistrats qui sont les bois verts? Ouais. Quelles menaces ils subissent pas? Ils reçoivent. Il y en a qui promettaient, si je voulais être aujourd'hui marcher dans la corruption, j'aurais pu dire aux gens, bon, vous ne voulez pas que je couvre, qu'est-ce que vous mettez dans la balance? Marchander. Et puis, on aurait dit, mais on voit Fernand Dédé, maintenant, il roule carrosse. Il roule en Porsche. Alors, je leur ai dit, mais est-ce que vous savez que le pôle pénal, c'est le tribunal anticorruption? Est-ce que vous savez que ce tribunal, ces femmes et ces jeunes garçons, jeunes filles que je vois là-bas, là, se battent pour redresser la société ivoirienne? Alors, si vous ne voulez pas que je couvre, n'allez pas là-bas. C'est tout. N'y allez pas, parce que moi, tant que la justice ne me dit pas, ne viens pas, tant que je peux m'asseoir dans mon angle pour suivre, tant qu'ils ne me disent rien, c'est que c'est autorisé, je le ferai. Ouais. Et c'est comme ça que je couvre le pôle pénal et je découvre, en réalité, que la lutte, parce que le pôle pénal, en fait, sa mission principale, c'est de lutter contre la corruption, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la dégradation de l'environnement, donc l'orpaillage illégal, parce que ce que je vois là-bas, je pense qu'on a dépassé le cadre de l'orpaillage illégal. C'est une espèce de peuplement qui se met en place, parce que il n'y a pas une séance, une audience au pôle pénal où on n'a pas énormément de cas d'orpaillage illégal, ou alors on n'envoie pas chaque jour des personnes qui ont été interpellées sur les lieux, les sites d'orpaillage. Je me demande souvent, mais tout ce monde-là, on les met où? Oui. Souvent, ils ne parlent même pas un trait de mot français. Wow. Aucun mot. À un moment, c'était des Chinois. Après, ce sont des personnes des originaires de la sous-région qui ne parlent pas un trait de mot français, qu'on a déposé dans des zones. Et c'est toute la Côte d'Ivoire qui est ainsi. Alors, tu es inquiet bien sûr, regardez des gens, quand on passe, on les voit, ils sont là, ils ne savent même pas où ils sont. On les a mis là, ils doivent juste retourner la terre, dégrader l'environnement, chercher de l'or. Il y en a qui disent, oui, j'ai eu juste 1 gramme d'or, j'ai eu... mais c'est des vrais... c'est un réseau, en c'est fait. un vrai réseau qui a émaillé toute la Côte d'Ivoire. Wow. Et donc, on n'est pas là. Et qui pollue les cours d'eau en plus. Ah, bien sûr, ça dégrade énormément l'environnement. Ça dégrade énormément l'environnement. Et la préoccupation de ces gens-là, c'est... Ils savent très bien que, je pense qu'il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de complicité. Et moi, j'ai décidé, à mon temps libre, s'il n'y a pas de sport, d'aller m'asseoir au pôle pénal, de rendre compte. Je ne cherche pas à commenter quoi que ce soit. Exactement. Je cherche juste à dire ce qui se fait et dire les faits, rien que les faits. Et surtout montrer qu'il y a des personnes en Côte d'Ivoire, mais qui se battent pour que ce pays-là reste debout. Oui. Et ce sont les magistrats du pôle pénal. J'avoue que je n'en connais pas beaucoup, je ne cherche pas à les connaître non plus, je ne développe pas de relations particulières avec les unes et les autres. Je les observe. Je sens qu'il y a une mentalité d'élever un degré de responsabilité et puis le respect qu'il y a à traiter les prévenus, parce que ce sont quand même... Quand on vous parle de blanchiment qui porte sur 200 millions, parce qu'au pôle pénal, on traite que les questions au-delà de 100 millions, égal ou au-delà de 100 millions. Donc, ce n'est pas déjà le petit gars du village. Voilà. Ensuite, on a des milliards qui sonnent. Oui. Donc, c'est vraiment les cols blancs, les bandits en col blanc. Et donc, ces personnes-là mènent cette bataille, je les soutiens fortement. Et tu permets surtout aux Ivoiriens donc, de suivre, d'avoir une certaine visibilité des actions de leurs
et de leur justice, tout simplement. Oui, parce que nous sommes des sportifs. Et ça, je le leur dis. Tous ceux qui m'interpellent, je dis, mais nous sommes au sport. Moi, je commente les procès au pôle pénal comme un match de football, comme un match de handball. Je fais les faits, je fais les coulisses, je fais les tribunes, je fais l'ambiance générale. Et en règle générale, nous, au sport, on est vraiment collés à cela. Je n'interroge pas les magistrats parce que ce n'est pas mon rôle. Ils font déjà très bien leur travail, donc je n'ai qu'à les écouter. Et surtout qu'ils sont pédagogues, ils le sentent, ils le savent. Quand ils ont l'impression que l'assistant ne comprend pas des termes ou des positions, ils expliquent. Ils expliquent pourquoi une telle décision. Pourquoi, quand un prévenu dit, par exemple, que je ne veux pas être auditionné en l'absence de mon avocat, pourquoi ils expliquent à l'assistance, c'est le tel article de loi, le droit lui permet d'être assisté, d'être en présence de son avocat. Je veux dire, on apprend quelque chose. C'est pédagogique. C'est pédagogique. Et donc, moi, je ramasse tout ça. Je ne fais rien d'extraordinaire. Je le dis aux jeunes. C'est juste que vous faites vraiment le travail. Et nous, au sport, comme on le fait assez facilement, donc les gens ont l'impression que oui, mais il fait comment? Non, c'est juste... Tu as cette facilité d'écrire, de rapporter les faits. Moi, comme je te l'ai dit, j'attends toujours un nouveau procès donc, que tu rapportes sur ta page Facebook. Et ça permet de comprendre aussi la société dans laquelle on vit. Est-ce que tu as eu à peut-être retrouver donc des faits d'audience que tu avais rapportés? Est-ce que tu as eu à les retrouver dans certains papiers journalistiques de confrères, de médias? Oui, moi, je me considère, ça, je l'avais déjà fait. Quand j'ai commencé à écrire sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, certains confrères disaient de toute façon, on prend tes papiers ou on ne les prend pas. Si tu veux, porte plainte. Mais nous, on sait que tu as été notre chef. On sait que je suis quand même vice-président de l'OLPED. L'OLPED, c'est l'Observatoire de la liberté de la presse, de la déontologie. Donc, je suis très carré sur le respect des règles du métier. Et donc, ils se disent, de toute façon, tu ne nous jetteras pas en brousse. On sait très bien que tu ne feras rien en dehors des règles. Et donc, tes papiers que tu balances à Barthélemy Nabo sur la page, nous, on les prend. Bon, certains s'en plaignent, mais attention, c'est quand même le fruit de ta... Est-ce qu'ils te citent au moins? Ceux qui sont gentils le font. Ceux qui sont gentils le font. Ceux qui ne sont pas gentils... Alors, je ne m'en plains pas parce que je le dis aux journalistes, à un moment donné, vous ne pouvez pas continuer de regarder les réseaux sociaux comme l'autre rive. Mais ils sont là, il faut les intégrer, il faut les dompter, il faut vous les approprier. Mais on continue de dire, oui, la presse classique, face à... Non, alors qu'ailleurs, c'est la presse, tout simplement. L'idée va très vite, l'information se trouve partout. Exactement. La seule chose qu'on demande dans le traitement de l'information, c'est la rigueur, c'est la réalité des faits, c'est la vérification. Sinon, quelqu'un qui a son smartphone sur l'autoroute du Nord, il tombe sur un fait, un accident, il le filme, il ne sait pas qui c'est, lui, il ne sait pas faire, il ne sait pas qu'il faut faire attention à tel... Mais il donne l'information brute telle qu'il a. Mais c'est au journaliste de pouvoir la recouper, la remettre en forme. Mais vous ne pouvez pas dire que ces gens-là, il faut les repousser parce qu'ils sont, comme disait un de nos anciens, ils sont à haillons et qu'on ne va pas les intégrer. Non, j'ai dit aux journalistes, il faut au contraire vous rapprocher. Ils ont une manière, une vitesse de traitement de l'info que vous n'avez pas, il faut vous adapter. Et donc, moi, je n'ai pas de problème. Je disais, quand je vais par exemple au palais de justice de Plateau, là-bas, on autorise, le magistrat vous dit, attention, mettez vos portables sur silence. Mais on n'empêche pas le portable. Alors moi, quand je suis dans la... Tu n'as pas le droit de filmer. Pas le droit de filmer. De faire d'audio, d'enregistrer. Pas d'audio, mais il n'empêche pas le traitement. Et comme moi, j'ai l'habitude de faire le live, donc quand je suis au palais de justice, ça je le fais. Mais au pôle pénal, on n'autorise pas le portable. On n'autorise pas le portable. Donc quand tu es au pôle pénal, tu écris. J'écris, je prends note. Oui, tu prends note. Je prends note. Et c'est quand je sors que je récupère mon portable à la salle d'attente, à l'entrée, et ensuite je traite l'information. Mais je dis à quelqu'un au pôle pénal,
si vous autorisez le portable, mais vos cérémonies là, moi je les fais en live. Oui. Parce que dans le feu de l'action, on a toujours... attendez, j'étais à une cérémonie ce matin. Alors, un prévenu, il vient de l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire. Il a été pris parce qu'il transportait un demi-sac de cacao en dehors des frontières de la Côte d'Ivoire. Alors, il arrive à Abidjan. La séance d'avant, il n'a pas d'avocat. Il dit à la présidente, Madame la présidente, je suis venu, j'ai un papier là, je veux plaider ma liberté provisoire. Je me défends. Alors, bon, c'est son droit. Oui, bien sûr. Donc, il explique, on lui dit, mais pourquoi vous voudriez qu'on vous mette en liberté provisoire? Oui, quand vous allez mettre en liberté provisoire, je vais voir mon père au village, je vais être avec mes parents, mais comment nous on fait après pour juger l'affaire? Si vous m'appelez, je vais venir. Alors, cette semaine, il est à la barre. Alors, le procureur lui demande, on vous a pris où? Il dit, dans mon village. On vous a pris quoi? Avec quoi dans les mains? On ne m'a rien pris dans les mains. On ne vous a pas pris quelque chose? On ne m'a rien pris dans les mains. Alors, la présidente qui lui dit, quand la gendarmerie vous a arrêté, là, vous aviez quoi? Il dit, mais moi j'avais un demi-sac de cacao. Ah ouais, la compréhension des choses. Alors il dit, mais c'est ce que le procureur demande. Il dit, mais le procureur dit, dans ma main. Quand on m'arrêtait, je n'avais rien dans ma main, j'avais le sac. Alors il m'a réveillé tout de suite, c'était horrible. Mais je veux dire, si je suis à live, oui, bien sûr. Je le retranscris, ça participe de la dynamique des procès, du respect qu'il y a. Mais on n'autorise pas les portables. Mais en même temps, quand je sors, j'essaie de remettre très rapidement les idées en place. Et donc, j'essaie de rattraper, de faire en sorte d'y mettre suffisamment d'éléments, d'ingrédients, mais en respectant les faits pour restituer toute l'ambiance de la salle d'audience. Qu'est-ce que les magistrats qui font ces audiences pensent de toi? Est-ce que tu as eu des retours, entendu des choses? J'ai été très ému. Moi, je le faisais, en règle générale, je me force de passer inaperçu. J'ai toujours pensé que notre personne devrait être en retrait par rapport à l'information, au traitement, au travail. Et ça, je le dis toujours aux jeunes. Travaillez, prenez de la peine. Ceux qui vous reconnaîtront le feront. J'ai été ému en juillet 2025, lors des journées du pôle pénal. Oui. Moi, j'ai écrit mes choses. Moi, j'écris puis je passe à autre chose. Et puis, j'arrive à la cérémonie en mettant un prospectus. Et je me rends compte que c'est un de mes papiers que j'avais fait sur la page qui était sur la dernière de couverture. Ah ouais. Comment je suis rentré au pôle pénal, comment je me suis attaché au pôle pénal, comment je trouve le pôle pénal. Ça, c'est une reconnaissance, ça. Et tous les journalistes qui étaient là, puisque là, c'est une cérémonie solennelle, donc tout le monde était là. Et quand j'arrive, ils m'appellent général, tout le monde, chacun, général. Le pôle pénal vous a fait honneur. Mais il s'agit de quoi? Après, je vois la présidente du pôle pénal qui dit à une autre magistrate, est-ce que vous lui avez remis le prospectus? Mais j'en avais déjà dans mon sac. Je devais en avoir une trentaine parce que chacun a remis. Et j'avais l'impression que j'étais la star de la cérémonie, c'est-à-dire que les jeunes procureurs, les jeunes magistrats, puisqu'en ce moment-là, tout le monde était là, il y avait les portes ouvertes, donc chacun voulait. Et ça me gênait, moi, parce que là, ce n'était plus l'information qui était en avant, c'était ma personne. Oui. Et quand c'est comme ça, je deviens très timide. Donc, je vais m'asseoir dans mon coin et je regarde. Et j'avais l'impression que le regard était trop pointé sur moi. Oui. Et non, c'était pas mon... J'ai dû demander à partir parce que... il y avait toujours quelqu'un qui venait me dire quelque chose. Félicitations, merci. La deuxième fois où je me suis senti honoré, c'est à la fin, la dernière... audience avant les vacances judiciaires, quand le procureur de la République prend la parole pour souhaiter les bonnes vacances à la présidente du pôle, qui était ce jour-là président du tribunal, il remercie tout le monde. Et puis j'entends, je prenais mes notes, moi, il parlait de ce qu'ils font. Et puis j'entends, on voudrait remercier M. Fernand Dédé. Ah ouais. M. Fernand Dédé, qui fait un travail énorme pour le pôle,
qui nous permet aujourd'hui, qui nous donne une grande visibilité grâce à... Et là, j'ai envie de rentrer sous ma chaise parce que je ne m'attends pas là-bas à ce qu'on parle de moi. Et quand la présidente prend la parole, je sens qu'elle ne peut pas répéter les mots du procureur. Et elle dit, bon, là, il y a une personne dans la salle qui nous fait du bien, qui fait du bien au pôle pénal. Je ne vais pas la citer, mais elle fait... Et elle a le regard planqué sur moi. Je me rends compte que, bon... oui, je l'ai dit aux journalistes, vous voyez bien que je ne fais rien d'extraordinaire. C'est juste me lever à 4 heures du matin, être sûr d'être devant le pôle à 8 heures, puisque les procès commencent à 8h30, être sûr d'être là. M'asseoir dans mon coin, souvent je suis débordé de sommeil, mais je résiste. Et puis je prends mes notes. Et j'ai l'impression que la Côte d'Ivoire a besoin de cette information, de savoir que tout le monde parle de corruption, d'enrichissement illicite, on voit des immeubles qui poussent. Et quand tu dis à des hautes personnalités, en Côte d'Ivoire, le pôle pénal, beaucoup d'immeubles en Côte d'Ivoire qui sont saisis par le pôle pénal. Ah oui, beaucoup d'immeubles sont saisis. En juillet, dont je parlais tout à l'heure, à la journée porte ouverte du pôle pénal, il disait 98 immeubles sont saisis, gérés par l'agence de recouvrement des avoirs criminels. Exactement, la GRAC. Il parlait de 15 milliards de francs CFA saisis. Donc, de l'argent sale. Bon, les Ivoiriens ne le savent pas. Oui. Alors, quand je rencontre des amis, un ami ministre que j'ai rencontré la dernière fois, pendant qu'on parlait, je savais qu'il voulait me poser, il voulait dire quelque chose. On ne parlait plus que de football. Il me dit, mais M. Fernand Dédé, est-ce que vous savez que vous devenez dangereux? Ça commence comme ça. Je dis, monsieur le ministre, cher frère, en quoi suis-je dangereux? Je reste avec des histoires de pôle pénal, là, tu nous fous la trouille. Je dis, ah ouais? Ah oui, mais son histoire de pôle pénal, ça fait peur. En fait, ça montre qu'on est tous des prisonniers en sursis. Ah oui, bien sûr. Je veux dire, bon, il y a des moments comme ça que je regarde et puis je me dis, bon, peut-être que je ne fais pas un travail inutile, mais personne ne m'envoie. Je ne demande rien à personne. Le jour où je suis fatigué, je reste chez moi. Le jour où ça me plaît d'y être, j'y suis. Donc, personne ne m'oblige à le faire. Je le fais par passion, par envie. Si cela plaît aux Ivoiriens, parce que je vois bien que certains réagissent, certains demandent des... Ah oui, mais on parle de ça, on ne parle pas d'autres procès. Moi, je ne regarde pas ça. Je leur dis, moi, je m'assois dans la salle, je regarde les procès qui sont là, je les commande. Le jour où un procès arrive, je traite. Je constate que les procès qui arrivent souvent sont des procès difficiles, donc les enquêtes sont difficiles, ça prend du temps. Quand vous parlez de blanchiment de capitaux, si vous avez à l'intérieur du pôle des personnes extérieures à la Côte d'Ivoire, c'est sûr que vous avez forcément des enquêtes qui vont sortir du pays, donc il y a la coopération judiciaire ou même forcément le travail d'enquête n'est pas facile, ce n'est pas forcément des flagrants délits, et donc il faut déjà saluer ces magistrats qui font un travail énorme. Comme je dis, moi, je suis le bois sec dans l'affaire. Les gens ont le regard tourné vers moi. Des gars m'appellent. Ah, on a tel problème, aidez-nous à rencontrer. Je dis, mais moi, je ne les connais pas, les magistrats. Et j'ai constaté que lors de leur journée porte ouverte, ils ont dit, nous sommes disponibles, nous sommes ouverts. Pas de délation, parce que ça aussi, c'est pas sain. Mais venez nous voir, venez discuter avec nous. Donc, c'est totalement ouvert. Est-ce que les Ivoiriens se sont mobilisés pour aller à cette journée porte ouverte? Parce qu'en général, on parle beaucoup, on se plaint beaucoup, mais quand on nous appelle... Ah, j'ai vu qu'il y avait des spécialistes. J'ai vu beaucoup plus de spécialistes, des journalistes, des hommes de droit, des palais. Mais je pense que de plus en plus, quand ils vont peut-être poursuivre les journées portes ouvertes ainsi, qu'ils vont continuer d'expliquer, les gens vont comprendre. Les gens vont comprendre. C'est des jeunes dames. Oui, j'ai vu les photos, oui. Quand on les voit à l'extérieur, quand ils ne sont pas dans leur toge, mais tu ne peux pas imaginer que ce sont des magistrats. Quand ils sont dans leur impérium de machin, là, ça devient autre chose. Est-ce que tu as déjà reçu des menaces? Comme je dis, à l'âge que j'ai, celui qui me menace, à la limite, je dis souvent aux jeunes, la mort, c'est pour les vivants. Ça, c'est un. Deuxièmement, moi, j'ai passé 42 ans. Tout ce qui arrive après, c'est du bonus. Donc, Dieu me permet de voir encore autre chose.
Mais non, certains, comme je dis, certains appellent, mais c'est des menaces douces, en fait. Ok. C'est C'est pas, voilé. je suis dans la salle, quelqu'un passe à côté de moi pour dire Monsieur Dédé, s'il vous plaît, ne dites pas mon nom dans votre papier. S'il vous plaît, ne dites pas mon nom. Je reçois un jour un coup de fil, quelqu'un veut me voir à 23h. Je dis, mais 23h 23 heures 23h. Te voir. Oui, c'est pourquoi, oui, non, il y a un papier. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Vous allez au pôle pénal, vous allez poser, ils sont là-bas. Mais je veux dire, je ne considère pas ça, il en faudrait plus pour me déstabiliser à ce niveau. Mais comme je dis, l'information est d'abord responsabilité. Voilà. Je vois que ce n'est pas facile parce que les personnes que je vois là-bas, c'est pénible. Est-ce que tu as eu un cas qui t'a vraiment, je vais dire au-delà de ton regard journalistique, tu rapportes l'information, mais tu as eu mal pour cette personne ou ces personnes? Oui, un cas en particulier, c'est le cas de jeunes dames qui ont été traînées devant le tribunal pour détention de drogue. Oui. J'ai senti tout de suite leur naïveté, leur innocence. C'est-à-dire qu'elles ne savaient pas de quoi il s'agissait. Elles ne savaient pas pourquoi elles étaient là. Mais elles étaient accusées de détention de trafic de drogue, de drogue à l'international et de blanchiment de capitaux. Parce que on a parlé de 1,5 kg, mais on m'a dit que c'était beaucoup plus que ça. Mais c'est-à-dire que je l'ai senti tout de suite. Ça, c'est vraiment le sportif, en fait, qui a réagi ce jour-là. Dès qu'on les a appelés, leur regard même sur la salle montrait qu'elles ne savent même pas pourquoi ils sont là. Et quand le procureur et le tribunal commencent à les interroger, mais en fait, on sent qu'ils ont été totalement piégés. Oui. Et quand, après les auditions, quand je les ai vus sortir, mais les larmes qui coulaient, en fait, c'était déchirant. Et ça m'a marqué. Ça, je ne peux pas commenter, j'ai juste décrit. Oui. Et quand 2-3 semaines plus tard, au verdict, la présidente du tribunal a lu le verdict, qu'elle a dit elles étaient acquittées, libres, et qu'elles n'étaient pas... Mais j'avoue que la salle a été... Il y avait un soulagement général dans la salle, comme si tout le monde était d'accord que la magistrate a fait exactement ce qu'il fallait faire. La justice a fait son travail. Et les gens disent, la fille, elle doit repartir évidemment au pôle pénitentiaire d'Abidjan pour les formalités. Elles étaient donc gardées au violon. Et quand je me retourne pour aller les saluer, mais je sens que ce n'est pas la même personne. Elle renaissait. Et ça m'a énormément fait plaisir. Il y a eu d'autres cas, évidemment. Un procès, dit le procès Lebailly. Ok, oui, Lebailly. Ça m'a aussi marqué. Ça m'a aussi marqué parce que je suis le procès à fond. Je veux comprendre comment est-ce que cela a pu arriver. Il y a des personnalités du monde judiciaire qui sont citées. Comment il arrive à mettre toutes ces personnalités? Tu peux résumer pour mes abonnés rapidement, c'était quoi? Alors, il dit qu'il est général de l'ONU, qu'il recrute, forme des jeunes pour la paix. Et donc, ils seront envoyés en mission de paix en Haïti, dans les zones chaudes de guerre, de conflits, et que c'est une structure parrainée, soutenue par l'ONU. Donc, on fait payer les jeunes. Il met dans le bain des personnalités qu'on ne peut pas soupçonner. Bien sûr. Alors, pendant que je suis dans la salle, que j'observe, que je prends mes notes, quelqu'un m'appelle, il veut me voir. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous indiquer chez vous? Facilement comme ça. Il s'agit de quoi? Non, je voudrais vous donner des informations par rapport. Je dis, bon, on se croise. Quelque part. On se croise quelque part. En terrain neutre. C'est ça. Mais sous le regard de quelqu'un d'autre. Ah oui, vous savez, faire les baillis, en fait, on voudrait que... Mais, monsieur, l'affaire en justice, le procès est ouvert. Vous m'appelez moi pour me demander d'écrire ce que vous me dites là.
Allez-y, voilà les magistrats. Mais allez-y, le procès est ouvert. Vous avez des avocats. Oui. Vous me dites non, c'est parce que les gens demandaient des fonds au monsieur, et c'est pour ça qu'on le maintient. Mais si moi j'entends ça au procès, je l'écris. Bien sûr. Ah non, vous savez, votre plume est crédible si vous l'écrivez. La crédibilité. Que si on arrive, si vous arrivez à... Je regarde, je dis, mais ce que vous venez de C'est la dire, corruption, là. c'est même plus dangereux. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je ne ferai rien contre vous. C'est ça. Je n'écrirai rien, mais quand vous aurez mon âge, vous comprendrez pourquoi je suis calme. Mais avant, si c'était avant, quand j'étais encore opérationnel dans la presse, ça, c'était un bon papier pour moi. Ouais. C'était un scoop. C'était un scoop, c'est-à-dire que vous venez de me montrer. Bon, il a compris que non, donc, C'était pas la bonne personne. oui, c'était pas la bonne personne et qu'il fallait changer. Et je le voyais dans la salle. Je le voyais dans la salle et je lui disais pendant les suspensions d'audience, là, je dis, mais vous avez l'occasion, voilà votre avocat. Vous avez l'occasion, je vous écoute, je suis là. Non, c'est vous qui... Bon, ça me fait sourire, en fait. C'est un ange du pouvoir. Ça me fait sourire, voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, au-delà du pôle pénal, économique et financier, et bien sûr de ta plume, où chaque jour, avec ton cher camarade Biz, Barthélémy Nabo... Biz n'est pas mon camarade, Biz, c'est mon aîné. Ton aîné. C'est mon aîné. Biz n'était pas... Biz, en fait, l'histoire de Biz, quand j'étais à la télé, moi, je n'étais pas l'ami de Biz. OK. Moi, je suis un produit de Roger Fulgence-Cassé. C'est-à-dire que depuis ma classe de 6e, j'ai décidé dans ma tête d'être homme des médias, de faire la télévision pour être exactement comme Roger Fulgence-Cassé. Point barre. Alors, quand j'étais étudiant, j'ai fait présenter une émission pour les étudiants d'Alois à la télé. Et tu es originaire de Daloa? Originaire de Daloa. Et je vois Barthélémy Nabo. Alors, je vois quelqu'un, une dame était venue lui demander, Monsieur Fulgence-Cassé, il a rabroué la dame. J'ai décidé que lui, il a mal parlé de Fulgence-Cassé. Donc, moi, j'ai fait 12 ans à la télévision, mais moi, je regarde Barthélémy, je le regarde de loin. Jusqu'à ce qu'en 2012, nous sortions tous les deux de la télé. La télévision nationale. De la télévision nationale. Et là, on commence à se rapprocher. On commence à se parler. Il commence à me demander, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je dis, mais pour le moment, c'est le vide absolu, quoi. Mais si après tout ce qu'on a connu en Côte d'Ivoire, certains sont morts, certains sont sur les pirogues, sur la lagune, certains sont en exil, et que moi, je suis encore libre dans mon pays, c'est que Dieu a un plan pour moi et donc je me battrai. Et c'est comme ça, Barthélémy et moi, on consolide notre rapprochement. Tous les jours, on est ensemble, on se parle, on essaie de... Et puis, en 2014, on est ensemble et puis il me dit, j'ai la madame Henriette Konan Bédié, l'épouse du président Bédié, qui demande à me voir. Je ne sais pas trop pourquoi, il y allait. Elle lui a dit, comme vous avez fait une greffe des reins qui a bien pris, donc vous avez survécu à la greffe, j'ai mon gala, je souhaiterais que vous veniez porter témoignage. Le président sera là avec son épouse, vous portez témoignage. Quand il me l'a dit, je dis, tu vois, je te dis que tant que Dieu ne te retire pas de la vie, il a toujours un plan pour toi. Donc, on va écrire le discours. On va y mettre suffisamment d'émotions, d'éléments pour montrer que c'est une maladie très grave, qui a des conséquences incroyables sur la personne elle-même, mais sur sa famille, sur ses finances, mais qu'on peut survivre en respectant ça. Et que la Côte d'Ivoire devrait se donner les moyens de soigner ses enfants, comme tu l'as fait en France. Donc, on a vraiment réfléchi au discours. Et avec son inspiration personnelle, il a parlé avec son cœur, il a raconté sa maladie. Et ça a ému le président et son épouse. Ça a ému évidemment le président Bédié et son épouse, le président Ouattara et son épouse. Et quand il descend de la tribune, c'est là que le président Ouattara lui dit, en ce jour, il lui dit, on ne m'a pas dit la vérité. On ne m'a pas dit la vérité. Vous allez reprendre votre place. Ah oui, à la télévision nationale. La télévision. Et quand il vient me dire, quand je lui dis, il t'a dit quoi là? Quand il me raconte, je dis, je t'avais prévenu.
ça allait très vite. Un matin, il est chez lui à Issia, au centre-ouest du pays, au village. Il reçoit un coup de fil, le président, sur instruction du président de la République. Vous êtes meilleur communicateur à titre exceptionnel pour l'année 2015. Alors, quand il m'appelle, moi, je venais de sortir du ministère des Sports avec mon frère et ami Alain Lobognon, dont je connaissais à peu près ce titre de meilleur dans les différents domaines. Donc, je connaissais ce que ça cachait. Alors, quand il me dit, je dis, bon, rappelle la personne. Demande-lui exactement ce qu'on te promet. Quand il le dit, je viens d'appeler, c'est le directeur du cabinet du ministre de la Communication. Je dis, très bien, c'est un bon repère. Il dit quoi? Il dit que c'est sur instruction du président de la République qui demande qu'on m'attribue le titre, à titre exceptionnel, de meilleur communicateur. Je dis à mes chers aînés, si c'est ce qu'il dit là, ça signifie que tu viens ainsi de recevoir 10 millions. Le prix d'excellence. Le prix d'excellence. Ouais. Alors il me dit, tu dis quoi? Là, le discours change. On entend l'argent. Mais la personne m'a dit de rentrer à Abidjan. Moi, je lui ai dit que je ne pouvais pas. Je dis, voilà, ce que tu viens de me répéter, si tu rappelles la personne, qu'elle te dit exactement les mêmes termes, le président vient de te donner 10 millions. Oui. Il dit, bon, dans ce cas, je rentre. Évidemment. Bien, il est rentré, bien sûr. On est allé au ministère. C'était la vérité. Il a eu 10 millions. C'est pour ça que je l'appelle le camarade de Biz. Parce que s'il n'est pas son ami, il ne va pas, à titre exceptionnel, lui donner 10 millions. Et c'est comme ça que Biz et moi, on se rapproche et je le lui dis. Je me rends compte que c'est un monsieur formidable. Qui a un grand passé d'animateur, de journaliste. C'est un producteur. Énorme producteur de Varitoscope, pour ceux qui... Mais il a un grand cœur. Oui. Barthélemy était capable de se dépouiller pour l'autre. Oui. Il partage tout. Il est disponible pour les uns, pour les autres. Il est formateur. Il est détecteur de talent. Il est entier. Et je me prends à reconnaître que, comme on dit chez nous, il faut vraiment approcher un arbre pour apprécier ses fruits. Je lui ai dit que moi, j'étais fanat de Fulgence Kassi. C'est pour ça que tu ne l'aimais pas au début. Et moi, c'était les émissions de Ful. C'est-à-dire que quand Fulgence Kassi finissait ses émissions, tout ce qui vient après, ce n'est pas pour nous. Ouais. Je me suis aperçu que oui, c'était un jeu. Vous aviez le même patron, la même colonne vertébrale. C'était Georges Taï Benson, qui était le patron, et qui avait distribué des rôles pour tenir le public en haleine. Donc, il y avait la danse pour Barthélemy et Serge Fato, donc le NG10. Et il y avait le studio 302, la musique, la folie antenne pour Fulgence Kassi et sa bande. Et donc, c'était des grands hommes des médias. Je voudrais vraiment leur rendre hommage. On leur rend hommage également. Et surtout, ils ont permis à la Côte d'Ivoire de vivre, en tout cas au niveau de la télévision, des moments fantastiques pour toute une génération, en tout cas pour ma génération, donc la génération 80, tout ce qui est émissions comme Varitoscope, nous également avec le côté enfant, Oiseau et tout, plein d'autres émissions et tout. La chaîne nationale captait le flux de tout le monde parce qu'il n'y avait pas d'autres chaînes de télévision dans les années 90 et tout. Et tout le monde avait le même rendez-vous. Donc, on a vécu une très belle période. Donc, merci à vous. Et que Dieu vous bénisse, en fait, pour la suite. Fernand, à la base, tu es journaliste sportif. Aujourd'hui, tu t'es ouvert un peu plus. Tu fais des chroniques qui n'ont rien à voir avec le sport globalement en général. Bien sûr, tu traites toujours de l'actualité sportive quand il y en a. La question que je me pose, c'est comment tu vis au quotidien de ça? De tes publications sur les réseaux sociaux. Comment tu vis au quotidien? Comment tu gagnes de l'argent? Je ne monétise rien du tout. Ok. Moi, je vis ma passion de l'écriture. Je dis, il ne faut pas laisser le trou noir. Nous devons nous battre pour que dans ce pays, dans notre pays, une opinion soit égale à une autre. Que chacun soit capable de s'exprimer. Ce qui me retient sur les réseaux sociaux, c'est surtout ça. Montrer aux jeunes qu'on peut s'exprimer dans ce pays. Qu'on peut dire qu'on n'est pas d'accord. Qu'on peut dire qu'on est d'accord. Qu'on peut dire que je ne veux pas militer. Qu'on peut dire je veux être milité.
qu'on veut dire, moi, je veux suivre telle personne, qu'on doit aussi dire, je ne veux suivre personne. Mais tout ça doit se dire avec responsabilité. La liberté pour laquelle nous nous battons est d'abord responsabilité. Et donc, moi, à la limite, je vis de mes relations. Je me rends compte que je croise des gens qui viennent me réciter mes productions d'il y a 10 ans, qui ont été marquées et qui disent que pour ça. Que pour ça. Oui. Dernièrement, je suis parti au Maroc. J'en ris parce que je n'avais pas les moyens d'aller au Maroc. Les gens me disent, mais ce n'est pas possible, toi, Fernand Dédé. Je dis, mais je n'ai pas les moyens. Et puis, effectivement, quelqu'un s'aperçoit que je suis à Abidjan. Il rentre dans mon inbox. C'est pas normal. Vous êtes à Abidjan, vous n'allez pas. Je dis, je suis désolé de le dire, mais je n'ai pas les moyens d'y aller. Je dis, non, ce n'est pas possible. Je t'offre le billet. Ouais. Je dis, pardon, je t'offre le billet. Et j'étais tellement embêté après m'avoir offert le billet que de lui dire, mais le séjour, l'hôtel. Que je jouais les durs, que je dis, bon, d'accord, ok, d'accord. Et la personne m'appelle à l'hôtel, à l'aéroport. Ah oui, mais vous partez comment? Ah, j'étais déjà à l'aéroport. Oui, parce que, bon, il fallait très rapidement faire le visa, partir. Et donc, bon, je jouais les durs parce que je ne pouvais plus redire à la personne, là, vous m'avez donné le billet. Mais donc, et la personne me dit, mais vous allez comment? Je dis, mais oui, mais là... Bon, ok, je vous envoie quelque chose. Ah ouais. Un autre ami me dit, tu pars? Je dis, oui, je pars. Je t'envoie quelque chose. Ouais. Un autre ami, un autre qui apprend, me dit, mon chauffeur t'appelle tout à l'heure. Je dis, le chauffeur. Après, quelqu'un m'appelle à l'aéroport, c'est de la part de monsieur, il m'a dit de vous faire un transfert. Ah ouais. Donc, je veux dire... Tu es riche de tes relations. Alors, quand je dis aux jeunes, attention, l'argent c'est beau, c'est bien, mais faites votre travail, marquez les esprits, marquez votre temps par la qualité de vos productions, par la qualité de vos relations. Ça peut vous servir demain. Je le leur dis tous les jours, agissez aujourd'hui, mais pensez à demain. Demain arrive toujours. Oui. Et donc, moi, j'ai fait la CAN. Alors, quand j'arrive à la CAN, un autre ami qui arrive par le vol charter de la compagnie nationale, il sait que je suis sur place. Il me dit, mais tu es où? Je dis, mais je suis là. Il me dit, mais je suis à tel hôtel. Ben, viens me voir. J'arrive à l'hôtel. Ah ben tiens, nous, on repart à 4 h du matin. J'ai réservé une chambre de haut standing, de très haut standing. Ah ouais. Mais je repars à 4 h du matin. Normalement, je dois quitter à 23 h. Et donc, j'ai juste pris la chambre pour me soulager, mais je te la laisse. Donc, je veux dire, j'ai fait la CAN. Dans de très bonnes conditions quand même. De très, très bonnes conditions. Ouais. Et quand je suis avec mes jeunes journalistes, ils disent que c'est le général. Et je dis bravo, félicitations. Et donc, non, parce que moi, je ne sais pas comment on monétise, mais je pense que les relations qui me suivent, certaines personnes se disent pourquoi pas. Et donc, je vis de ça. Et ça me fait plaisir de savoir que je croise un jour quelqu'un à l'aéroport, la personne me suit, costume, cravate, serré, je ne comprends pas. Je me dis, mais il a quel problème? Il me dit, je voudrais vous dire félicitations. Ouais. Je fais partie de vos quiconques. Je suis au palais présidentiel et tous les matins, nous vous suivons. Merci. Bonne continuation. Je dis, tiens, moi j'écris à Barthélemy Inabo seulement. Nous sommes tous Barthélemy Inabo. Exactement. Bon, je veux dire, bon, ça, il n'y a pas de prix. Oui. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas à aller s'asseoir dans le salon de quelqu'un pour commander. Travaillons, bossons. Les choses viendront certainement à nous. Tu as vécu une période que nous tous aussi on a vécu, donc la période de la crise post-électorale. Comment tu l'as vécue en tant que journaliste? Elle a été très dure. Elle a été très dure. Je me souviens que en février 2010, j'ai fait ma dernière émission à la télévision. C'était une émission de sport. Quand je rentre, au moment où je rentre, on me dit ça tire de partout.
Ah ouais. J'habitais le quartier populaire de Yopougon. Il dit, et donc, mon épouse, elle est inquiète parce qu'on lui dit que ça tire, comment on fait? Et donc, moi, de février 2010 à la fin de la crise post-électorale, quand je suis rentré, je ne suis plus jamais sorti. Ah oui. J'étais à la maison, j'avais des infos, je parlais avec tout le monde, j'appelais tout le monde, aussi bien ceux du Golfe que ceux du Bunker. Je m'informais. Je voyais des personnes qui traversaient la rue, qui passent de chez moi pour fuir le quartier. Je voyais des amis gendarmes qui venaient s'abriter chez moi. Ils me disaient, ah, vous au moins, apparemment, chez vous, vous n'aurez pas de problème en cas de difficulté majeure. Donc, j'ai vu la souffrance de mes parents, de mes frères, de mes sœurs, des miens. J'ai vu les difficultés qu'on a connues. Je pense que quand on a vu ça, la prière, c'est de dire qu'il ne faut plus jamais que nous pouvons ne pas être d'accord pour des questions de possession de richesses, de pouvoir, mais nous devons nous donner une ligne rouge. Plus jamais ça. Plus jamais qu'en Côte d'Ivoire, que des frères aillent au-delà de l'acceptable. On a franchi le Rubicon. Comme je dis, on a un substrat fort. Je pense que je remercie toujours le président Houphouët-Boigny, en fait. Je me dis... Il a mis des fondations. Il a mis des fondations fortes. Ouais. Il me souvient que mon père n'acceptait jamais que dans nos causeries, qu'on prononce le nom Houphouët. Et nous, ça nous étonnait que... Mais pourquoi? Mais aujourd'hui, avec du recul, on se rend compte que si le pays tient... moi, j'ai été en Turquie. En Turquie, il y a un personnage national qu'on appelle Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne. C'est-à-dire que si vous avez un problème avec un Turc, s'il va à la police pour dire que ce monsieur a attaqué Atatürk, c'est fini. On ne discute pas. On ne discute pas. C'est-à-dire que c'est la norme absolue. Battez-vous comme vous voulez, mais la norme du pays, c'est Atatürk. Nous, en Côte d'Ivoire, la norme absolue doit être Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, nous, on ne l'a pas connu au sens côtoyé comme parent. Moi, j'ai été à la fondation Félix Houphouët-Boigny. Je crois au dernier étage, il y a un poster d'Houphouët, mais tellement bien fait qu'on a l'impression d'être devant la personne. Qu'il est vivant, qu'il est devant nous. C'est en ce moment qu'on apprécie, qu'on écrase une larme pour dire que c'est un grand homme finalement. Et donc, je pense qu'il a aidé le pays. C'est-à-dire que quand on va dans le dur, chacun se dit Houphouët. Et puis, chacun se dit stop. C'est le référentiel pour presque tout le monde, en fait, pour toutes les parties. Franchement, tout le monde aujourd'hui se rend compte qu'on a un référent pour tous qui, quand il chantait la paix, on disait, il dit quoi là? La paix n'est pas un vain mot. La paix, on se rend compte aujourd'hui que pour essayer de colmater les brèches, on est obligé de revenir à lui pour dire, Houphouët avait dit, essayons d'être dans la marche d'Houphouët. Et ça, après la crise post-électorale, moi, je suis d'une nature très optimiste. Je crois en l'homme, je crois en l'avenir. C'est vrai, je dis toujours, il faut avoir de l'argent, c'est bien. Quand tu as l'argent, tu es heureux seul. Tu peux aider tes parents. C'est ça. Mais l'argent ne vaut que parce qu'on en fait. Mais il y a surtout la qualité de vie qu'il faut regarder. Le monde qui se passe devant nous, qui se produit devant nous. Moi, je déteste être malheureux. Je déteste être malheureux, je déteste être stressé. Je ne vais pas dans les zones qui vont me stresser. Je choisis mes amis en fonction de mon idéal de vie. Je ne vais pas aller prendre des personnes qui vont tous les matins me ramener au noir et que je souffre. Je vais les aider à sortir du trou noir. Mais je pense qu'on a beaucoup de chance en Côte d'Ivoire. Figurez-vous qu'on a eu beaucoup de... la déchirure était profonde. Mais très rapidement, l'école a repris. La vie a repris comme ça. Personne ne s'est demandé, mais comment ça se fait que l'université, les écoles... c'est vrai qu'on se plaint aujourd'hui qu'il n'y a pas beaucoup de professeurs de mathématiques dans les lycées et collèges. Ça viendra. Il faudra trouver le palliatif pour les réformer. La dégradation aussi du niveau, aussi, un peu, mais un peu de remontée.
On a du monde, Mhm. on a des ressources humaines. Ouais. Et donc, j'ai confiance en ce pays. Mais je regarde les jeunes. Vous êtes avec moi sur les panels de formation ou les enfants qui viennent. Ils ont aujourd'hui 21 ans, 22 ans. Ils sont à 2 masters. Ils font des qualifications parce qu'ils se disent que le monde de demain sera concurrentiel. Oui. Aujourd'hui, la compétition, elle n'est plus seulement restreinte à la Côte d'Ivoire. C'est une compétition internationale. Donc, les enfants se forment. Ils se donnent des atouts pour rencontrer, pour affronter le monde moderne. Et ça me fait plaisir. On dit, tu as vécu le monde de la télévision. Tu étais au cœur de la télévision en tant que journaliste sportif. Est-ce que ça ne te manque pas, cette période? Ça qui a duré combien de temps? J'ai fait 12 ans de télé. 12 ans de télé. Et 12 ans de passion, 12 ans de pleine activité. Moi, je suis du genre... j'écoutais le murmure de la société. Oui. J'allais m'asseoir dans les bars climatisés, dans les supermarchés, dans les kiosques. J'allais m'asseoir dans les stades où des jeunes s'entraînent pour juste écouter ce qu'ils veulent. Et je les entendais. Ça, on veut qu'on nous parle de tel joueur. Pourquoi notre télévision? Moi, j'allais faire leur reportage que pour leur faire plaisir. Ouais. Et donc, je ruinais ma santé, ma Mhm. passion. Je courais de partout. Tu n'avais pas de temps pour toi. J'écoute un jour, les gens me disent, oui, à la télévision ivoirienne, on ne parle que de football. Je dis, mais comment ça, on ne parle que de football? Je dis, mais toi-même, regarde l'émission de sport. On fait rapidement, sur 1 heure, on fait 5 minutes, 10 minutes. Et puis après, on dit, on passe maintenant au sport. Et je regarde. Oui. Je dis à mon chef, Bourouaka Pascal à l'époque, Pascal, moi, je vais faire du handball. Il me dit, ah, mais tu sais, on n'a pas de caméra, on n'a pas... Je dis, Pascal, tu es le chef. Moi, je dis, je vais faire le handball. Parce que l'opinion que j'ai, le retour que j'ai de l'opinion, c'est ils ont besoin d'autre chose. Oui. Moi, je vais faire le handball. Il y a un public pour le handball. Il y a un public pour le basket. Pour chaque sport, il y a son public. Parce que c'était que le foot à ce moment-là aussi. Il me dit, bon, vas-y, je me rends compte qu'on n'a pas de caméra. Moi, je louais les caméras. OK. Je prenais ma voiture. À un moment donné, j'étais tellement intégré au handball que je décidais du programme du handball, puisqu'il m'arrivait de dire à la fédération, j'ai réussi à convaincre mes patrons que vos activités, vos finales là, on doit les prendre en direct parce que vous méritez d'être. Donc, déplacez vos finales en fonction des programmes de la RTI. Ah oui. Et moi, je prenais ça en direct. Et j'étais tellement à fond dans le handball que moi, le handball était devenu la discipline la plus suivie, la plus médiatisée. Je le dis souvent aux jeunes. Je dis, mais si vous attendez les moyens de la télé, vous n'y allez pas arriver. Vous n'allez jamais y arriver. Il faut prendre des Il initiatives. faut prendre des initiatives, il faut casser les codes. Ouais. Il faut que vous appreniez à faire bouger les lignes. Ah oui, mais à votre temps, je dis non, il n'y a pas notre temps. Vous avez plus de moyens, vous avez des portables aujourd'hui, des smartphones qui vous permettent. Si moi j'étais encore à la télé, que j'avais ce smartphone, j'aurais fait beaucoup de choses. Donc allez-y, ne vous donnez pas de limites, que les limites soient vos propres limites. Bougez-vous, ça va aller. Donc ça, mais je le dis toujours, il y a une transmission générationnelle. Oui. Tu as fait ton temps. J'ai fait mon temps. Aujourd'hui, quand mes jeunes m'appellent, je leur dis qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous encadrer, vous orienter, mettre mon carnet d'adresse à votre disposition, appeler quelqu'un, inviter pour dire que ce sont mes jeunes. Il faut y aller. Ça, je le fais. Mais non, je ne rentre plus en concurrence. Je me passionne pour autre chose. Pour l'actualité. Pour l'actualité, mais c'est encore pour eux. C'est-à-dire que je leur dis, regardez comment j'écris. Je critique. Hein. Je sais critiquer par à ta manière. Je sais dire que dans ce pays, la prison doit rester l'exception. Oui. Mais je n'insulte personne. Bien sûr. Je dis la liberté doit être la règle. Mais pourtant, c'est parce qu'on met des gens en prison et que j'estime que dans ce pays-là, on ne peut pas continuer à donner l'impression que celui qui dit des choses que l'autre n'est pas d'accord, comme il est fort dans le moment, il doit pouvoir faire taire. Je ne suis pas d'accord. Mais je n'insulte personne. Bien sûr. Mais parce que ce que je dis aujourd'hui, je l'ai fait hier. Quand hier, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir en Côte d'Ivoire, je ne comprenais pas pourquoi on les maltraitait. Oui. J'ai pris position. Dit, attention. Attention.
quand vous poussez quelqu'un à bout, oui. vous le plaquez contre le mur, qu'il ne sait plus que faire. Si sa dignité est blessée, qu'est-ce que vous attendez de lui? Mais il vous dit que la mort, c'est pour les vivants. Ne dépassons pas les limites. Je l'ai dit hier. Et quand je l'ai dit, j'ai été reçu par le président, qui était le président du pays aujourd'hui, qui était à l'époque le principal opposant. Et... Je le dis aujourd'hui. Exactement. Je le dis aujourd'hui, attention. Oui, nous avons connu des moments difficiles. Oui, nous avons connu des crises. Je suis d'accord que nous devons continuer d'éduquer les uns les autres pour porter nos opinions avec responsabilité dans le respect de nos différences. Oui. Je ne suis pas d'accord avec Edith. Ce n'est pas sa personne qui est mon problème. Ce sont ses idées que je ne partage pas. Mais j'attaque ses idées, pas elle. Exactement. Elle reste un homme, une femme, qui est une sœur qui ne m'a rien fait, qui demain, si j'ai un problème, sera là pour moi. Par contre, Edith va à gauche, je ne suis pas d'accord, moi je vais aller à droite, mais on n'a pas besoin de rentrer en conflit pour ça. En animosité. On ne rentre pas dans les limites de l'animosité, je ne suis pas d'accord. Donc c'est pour les jeunes que je maintiens, avec eux je dis, il faut savoir dire. Il faut savoir dire. Avec la manière. Avec la manière. Quelqu'un me dit, mais vous appelez la première dame Nyangogossi. Mais c'est la seule manière que j'ai de la mener dans mon carré et porter mon regard critique sur son action. Oui. Elle porte le nom de ma mère. Alors je lui dis que vous êtes ma mère. Mais à une mère, on dit la vérité. Bien sûr. Mais avec respect, avec responsabilité. Donc je ne vais pas la traîner dans la boue. Je ne traîne pas ma mère dans la boue. Paix à son âme. Et pourquoi je traînerais son homonyme dans la boue? Pourquoi vous ne respectez pas les gens? Oui. Pourquoi vous ne savez pas respecter, vous ne vous donnez pas de limites? Donc, alors, les gens disent, mais oui, mais vous critiquez, on ne vous dit rien. Mais on ne me dit rien. Le patron de la police me dit un jour, est-ce que vous savez que vos papiers, là, on les lit? Je dis, non, moi, j'écris à Batrémy, on les lit. Mais est-ce qu'on vous a une fois inquiété? Je dis, mais moi, j'ai fait quoi? Il dit, ben, parce que vous n'avez rien fait. Le jour où vous allez faire quelque chose, vous aurez la police devant vous. On va vous entendre. Ben bien sûr. Je veux dire, donc, c'est aux jeunes qu'on parle. Oui. Le monde va vite. On a envie d'exister, on a envie du like, on a envie du buzz, on a envie de dire à sa petite copine, ah, mais tu as vu que moi, je l'ai attaqué. Mais quand on a envie de recevoir des likes de gens. Ah oui, vas-y, continue. Vas-y, mais quand ça brûle. Tu es en prison quand ça brûle? Ils ne sont plus là. Ouais. Ils ne sont plus là. Et c'est demain, ça se passe. Donc, c'est pour eux que moi, je le fais. Je n'ai pas j'ai pas vraiment autre chose à leur dire que soyez responsables. Et nous, dans la presse écrite, c'est ce que je dis souvent au procureur. Monsieur le procureur, je suis d'accord qu'on doit sanctionner ces enfants. Mais je suis en même temps d'accord, conscient que nous-mêmes, les journalistes professionnels, qui ont été formés dans les écoles, qui ont les instruments d'appréciation, d'évaluation, ils font beaucoup d'erreurs. Oui. Ils sont souvent dans la démesure. Donc, ces enfants qui sont sur les réseaux sociaux suivent les mauvais exemples. Donc, il faut les aider, il faut les éduquer, il ne faut pas les jeter systématiquement en prison. Il faut les sensibiliser. Il faut leur montrer qu'il y a toujours la loi pour arrêter la démesure. Mais ne les jetez pas en prison. Aidez-nous à les récupérer. Il y a d'autres alternatives. Voilà. Donc, j'essaie souvent d'être aux côtés de la police, d'être aux côtés du procureur pour dire pardonnez, aidez-nous à aider ces enfants. Ils ont besoin d'être réinsérés. Il y en a qu'on récupère. Il y en a quand ils sortent de ces convocations, eux-mêmes, ils sont, les conséquences les conseillent. Et donc, ils deviennent des chatons. En général, je ne suis plus dedans. Voilà, globalement. Quoi. Tu as beaucoup de mentis, alors, de jeunes que tu mentors qui... Oui, ils essaient, on essaie de les accompagner. On essaie ils vous choisissent. Ils vous disent, général, tu es mon mentor. Tu es mon mentor, moi je fais ça pour vous. C'est par rapport à... on est obligé de les accompagner pour leur dire attention. Faut leur dire, alors je reviens au pôle pénal, je finis un procès, fatigué, je sors, il y a un avocat qui me court derrière. Et lui m'appelle Monsieur Dédé. Pendant que moi je lui dis maître, je lui dis Monsieur Dédé, mais avec tout le respect. Quand j'étais au lycée, quand vous étiez à la télé, tant que vos émissions ne finissaient pas, moi
Alors, je me dis, là, vous venez de me dire que je donne un moment à aller à la retraite. Ça Parce fait que je longtemps. voyais Oui, oui. son menton blanc, sel poivre. S'il dit que lui, il était... Non, je veux dire, il y a ce respect, il y a ces jeunes qui aujourd'hui nous ont vus faire des choses qui disent, moi, je suis là pour vous. Il y en a qui me disent, je suis rentré à l'ISTC, je voulais être comme vous. Oui. Il y en a qui disent, j'ai mon mémoire, c'est pour vous que je le fais. Moi, j'accompagne. Donc, c'est ce modèle que les jeunes cherchent. Ce n'est pas l'argent qu'ils cherchent, ils ont besoin de guides, de personnes qui leur donnent confiance pour accomplir, pour sortir d'eux-mêmes. Parce que moi, je dis toujours, ils ont du génie en eux, il faut les accompagner. Quel petit garçon tu étais à Daloa? Moi, j'étais turbulent. Ça, je comprends. J'étais turbulent Oui, et oui. j'étais un grand chasseur. Ah, ok. C'est-à-dire que j'avais des chiens et je ne traînais pas dans le village. Après, moi, j'avais mes chiens. J'étais tout le temps en train dans les ruelles, en train de poursuivre les rats avec mes chiens. Je traînais. C'était ma passion. Ensuite, il y avait le football, comme tout jeune garçon. Et très vite, j'ai senti que quand je finissais de jouer, que je sortais du terrain, je devenais journaliste, c'est moi qui commentais les matchs. Ok. Et donc, au lycée, j'étais le commentateur attitré des tournois des vacances. Pendant les vacances, il y avait les matchs et puis il y avait Fernand Dédé. C'est-à-dire que des gens venaient voir les tournois parce que j'allais commenter les matchs. Oui. Voilà, je faisais la petite star pendant les vacances. Parce que j'avais vu ça à la télé, des commentateurs Oui, parce sportifs. que pour moi, c'était... Moi, mon idéal de vie, c'était FUL. Ouais. Oui, c'est FUL. Donc, partout où je passais, ça devait être du FUL. Ouais, Fulgence Cassis. Oui, on me voit Fulgence Cassis. C'est le guine, c'est la petite chemise. Ne nous surchargez pas avec vos costumes sous le soleil d'Abidjan. Là, on est dans les années quoi, 70? Les années 80. 80. Il a sa jaquette, allons-y, là, ses baskets. Ne fatiguez pas. La jeune génération. Comment je rentre à la télé, ça a été le problème. Ça a été moi, j'arrive à mon polo. Ouais. Je me dis, ah oui, mais il faut... Les costumes. C'est quoi ces histoires sous le soleil? J'étais toujours en train de dire, si Ful était là, il allait faire quoi? Ouais. Voilà, moi, c'est vraiment Ful. C'était ton idole. Oui, parce que Ful, c'est vraiment... Il a bercé nos vacances, notre jeunesse. Vous ne l'avez pas connu, vous? Ouais. Non, bah, moi, non, non. Quand il est mort, j'étais petite. Et ça a été une onde de choc. Ça a été une onde de choc à cette époque. Il faut que dans ce pays, on mette une barrière de classe. Non, je n'ai pas suivi ces émissions, mais en tout cas, de mes souvenirs, alors, je me rappelle de sa mort. Une anecdote, une fois, je voyage, je ne sais pas où j'allais, j'arrive à l'aéroport, je fais le contrôle police, et puis il y a un jeune policier qui me dit, monsieur, il prend mon passeport, vous me suivez là. Je dis, moi? Il dit, oui, vous me suivez. Bon, je ne fais rien. Je vais dans son bureau. Et moi, je suis dans son dos. Il dit à son patron, non, le monsieur derrière, je pense que je dois le fouiller parce que quand le patron lève la tête, ça va toi? Ça va toi? Tu sais, le monsieur derrière, c'est qui? Il dit non. Je dis, ah d'accord, c'est exactement comme vous. Non, on ne doit pas séparer les générations, mais il doit y avoir cette fusion pour qu'on puisse... On doit vous expliquer des choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on doit vous expliquer parce que ce pays a vécu. Oui, quand même. Ce pays a vécu. Et il vient de loin. Il vient de loin. Il a été... c'était un beau pays quand même. Une très belle époque. Franchement, je veux dire adolescente, dans les années 90, c'était une très belle période en Côte d'Ivoire. Bon, il y a que le monde avance. Oui, bien sûr. Et nous devons intégrer la modernité, mais garder notre culture. Moi, je n'accepte pas du tout, par exemple, l'irrespect. Moi, c'est une question de valeur. Ouais. J'estime que je ne ferai pas ce que j'ai pas vu mon père faire. Ouais. Voilà, j'ai jamais insulté mon père, donc pourquoi j'insulterais le papa de quelqu'un d'autre? Ouais. On m'a enseigné la discipline, le respect des autres, le respect de la femme. La femme, elle se respecte. Ouais. Je le dis à mes jeunes, mais je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous créez des problèmes
il faut respecter. C'est-à-dire, tant qu'on est dans les limites le respect des valeurs, on peut ne pas être d'accord avec des gens, mais ils vous reconnaissent votre position, ils vous la respectent aussi. Donc, moi, je n'accepte pas du tout. Mais vraiment, sur les réseaux sociaux, je bloque personne, sauf ceux qui, par exemple, sont capables d'injurier sur une page qui n'est pas la leur. Exactement. Et ça arrive souvent. Donc, qui n'est pas leur village. Ouais. Insulter des gens, des personnalités. Je trouve que ça, ce n'est même plus un problème c'est un problème d'éducation. Exactement. Je récupère certains. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes allé dans ces limites? Mais par contre, d'autres, tu ne peux pas. Ils créent une page, ils viennent insulter les gens. Juste pour dire après, il y a un qui me dit quand vous m'avez répondu, là, j'étais content. Ça m'arrive souvent aussi. Merci, madame, de m'avoir répondu. C'est un honneur. Non, il faut que nous apprenions à nos jeunes à respecter les valeurs, respecter le pays. Il n'y a rien de beau quand... Respecter les symboles du pays. J'ai dit une fois à une amie ministre à qui je parlais que j'arrive en Guinée et je passe au contrôle et le scanner indique que je dois apporter quelque chose. La police me dit, s'il vous plaît, monsieur, on voudrait... Quand ils voient mon passeport, ils disent « Ah non, c'est un Ivoirien. Vous, les Ivoiriens, on n'a pas de problème. Vous n'êtes pas des terroristes. » Je veux dire, vous ne pouvez pas sentir en ce moment la fierté d'être de ce pays. Le respect qu'il a mis à me le dire. Bon, je ne portais rien de... Peut-être que c'était les chaussures, peut-être que c'était la ceinture. Il aurait pu dire, comme un autre, oui, retirer tout. Mais le fait de me regarder, il n'a pas cherché à savoir qui j'étais. Il dit, le passeport, c'est l'Ivoirien. Non, vous, l'Ivoirien, il n'y a pas de problème. Et quand j'appelle la personne pour dire, mais est-ce que vous imaginez ce que ça représente d'être Ivoirien? Donc, ça se représente que nous construisions ce pays dans la responsabilité et que collectivement, on comprenne que les petites querelles qui nous opposent doivent exister, mais ce qui nous unit doit être plus fort. Le respect, toujours. Comment tes parents ont accepté ou perçu ta volonté de devenir journaliste, alors que j'imagine, les années 70, 80, on te voit plutôt fonctionnaire dans l'administration. Comment ils ont reçu ça? Alors, je pense que, comme je dis, comme ils me voyaient tout le temps avec soit un micro, soit en train de commenter un match, soit en train d'écouter les informations, ils ont accepté. Moi, j'ai commencé par être enseignant. OK. J'ai commencé par être enseignant. Donc, tu enseignais quoi? J'enseignais les sciences physiques, les mathématiques. Donc, ils ont vu leur enfant fonctionner. Et puis après, comme je dis, quand le destin d'un homme est de mourir pendu, il ne meurt pas dans l'eau. Et très rapidement, le métier est venu à moi comme pour me happer, dire que je ne pouvais pas aller loin. Tu as enseigné pendant combien de temps? Parce que ça, je n'étais pas au courant. Ah oui, j'ai enseigné pendant 10 ans quand même. 10 ans? Ah, quand même, professeur de sciences physiques. Ah, bien sûr, j'ai enseigné pendant 10 ans. Ton respect. Ouais, j'ai enseigné pendant 10 ans. Je regardais, je faisais, mais à un moment donné, le cœur lui seul avait sa direction. Tu enseignes dans quel lycée? Alors, j'ai enseigné à Niamey. OK. J'ai enseigné à Zopé. J'ai enseigné à Grand Laou. J'ai enseigné à Grand Bassam. Ah ouais. Respectez les gens qui ont vécu. Alors, très souvent, je regarde des professeurs d'université qui disent vous étiez mon professeur de physique. Ah ouais. Vous venez de me dire que je dois aller au village à la retraite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, donc, les parents, au début, le journalisme n'était pas aussi valorisé. Voilà. Et donc, pour eux, c'était juste un amusement. Et pour moi, non, ce n'était pas l'amusement. C'est-à-dire que quand j'ai décidé, je n'ai pas brusqué les choses, je n'ai pas choqué mes parents, je ne suis pas rentré en conflit avec personne. Ils ont découvert, à un moment donné, que le monsieur-là a été rattrapé par ce qui faisait sa passion de jeunesse. Et donc, tout ce qu'ils ont découvert après, c'est surtout dans la presse écrite, on pouvait se cacher en fait. Oui. Mais à la télévision, pas. Parce que j'ai commencé par la presse écrite. Voilà, la presse écrite, à la télévision, là, on ne pouvait plus. Oui. Donc là, il se dit, ah ouais, ça fait un peu, j'ai l'impression qu'ils sont un peu fiers. Tu es devenu une star quand même. Ils sont un peu fiers parce que ils savent que, bon, c'est leur petit Fernand, quoi, qui fait, certains disent que quand ils disent, ah, votre petit frère là, ah, mais tiens, il est bien. Bon, ça rend, je pense que mes aînés sont fiers. Voilà. Je les vois, ils le savent.
Tu as ici une fratrie de combien de frères et sœurs? Ah, le papa, écoutez, ouais, c'est la génération Feu Boigny, c'est quand même une quarantaine d'enfants. Hé! C'est quand même une quarantaine d'enfants. Hé! Non! Ah, bien Vous sûr. avez combien de femmes? Le papa, quand je compte bien, il a au moins 9 femmes. 9! Ouais, minimum. Il vivait... Ah oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les gens parlent de polygamie, nous autres enfants de famille polygame, on dit attention les gars. C'est dangereux. Parce que les vieux à leur temps, il faut peut-être leur poser la question outre-tombe, comment vous faisiez pour tenir tous ces enfants et toutes ces femmes? Ils étaient formidables, ces parents. Ils étaient formidables. Il a mis tous ses enfants à l'école. Au même niveau on a tous été, personne n'est resté en rade. Il a mis tous les enfants à l'école. Et vous aimez tous et il la nous même tenait manière. tous. C'est-à-dire que on est droit parce que il est resté droit et ce n'est même pas possible que vous dérapiez de son vivant. C'est pas possible. C'est-à-dire que même en son absence, on est obligé d'agir comme si il était là. Ouais. Voilà, parce que non, c'était le monsieur directive qui dirigeait sa famille de main de maître. Mais aujourd'hui, quand on s'assoit et puis on dit, mais il faisait comment? Il avait 110 000 francs CFA de pension. C'était un assistant technique de santé. Chier, 9 femmes. Et avec ça, francs. il a mis tous ses enfants à l'école. Comment ils faisaient nos parents? Alors, je regarde, je dis, mais oui, la polygamie, bravo, hein, pour ceux qui en sont adeptes, bravo. Mais il faut se poser des questions. Voilà. Il faut se poser de très bonnes questions parce que ces parents-là, apparemment, ils avaient leur petit secret, quoi. Mais bon, on va dire aussi que le coût de la vie dans les années 60, 70... donc, si on pense que le niveau de la vie, parce que ils avaient les plantations, ils avaient des femmes qui travaillaient, ils avaient 10 carreaux de sucre à 5 francs, ils avaient le pain qui faisait, je crois, 10 francs. Maintenant qu'on sait que le pain fait 200 francs, on fait attention. Ouais. On sait que les enfants qui arrivent, ils vous disent moi, je ne veux pas tel téléphone, je veux celui-là. Exactement. Et on sait que nos enfants aujourd'hui, dans nos villages, les enfants étaient, le fils du village était l'enfant de tout le village. Oui. C'est-à-dire qu'un oncle pouvait redresser un enfant qui avait commis une faute. Aujourd'hui, vous allez à la police parce que vous avez dit même simplement, l'enfant trouve que vous l'avez discriminé quand vous dites qu'il a des cheveux, qu'il ne connaît pas, mais il parle de quoi lui? Donc, il faut connaître ses droits. Ah oui, il connaît ses droits et puis il n'a pas votre temps. C'est-à-dire que si vous l'embêtez parce que par vos attitudes, si vous ne développez pas une communication véritable avec votre enfant, mais il va aller chercher sa communication sur les réseaux sociaux. Il va aller trouver des bandes. Et bien, malheureusement ou heureusement, il vous échappe. Oui. Donc aujourd'hui, on n'a plus la même culture, le même environnement. Donc il nous faut obligatoirement nous adapter, construire un autre projet de vie commune avec nos enfants. Donc, avec nos épouses. Oui. Moi, je mets toujours la femme au centre de la famille parce que j'estime que la femme agit toujours pour 3 minimum. C'est-à-dire qu'elle vit pour elle-même, elle vit pour sa famille, elle vit pour ses enfants. Et je n'ai pas encore vu une femme pousser son enfant dans le trou. Oui. Elle se battra toujours pour le sortir. Pour elle, l'enfant a toujours est un projet d'avenir. C'est ce que ta femme représente pour toi? Je pense que si elle n'avait pas été là, moi j'étais au village. Parce qu'elle est forte, patiente, calme. Elle ne m'a jamais opposé le fait que je sois tout le temps parti, surtout dans le métier. Elle a au contraire été tout le contraire de ce que moi j'étais. Voilà, tout le contraire. Ce n'était pas le modèle à empiéter sur ce que j'aimais. Donc, elle m'a encouragé à le faire, mais elle a ses limites. Comme toute bonne femme, elle sait dire stop. Moi, je l'ai rencontrée, comme je dis, pendant les événements de sport. OK. Voilà. Vous aviez quel âge? On est aujourd'hui à 35 ans de mariage, quand même. Ah oui. À 36 ans, pratiquement. Ouais. Elle finissait ses cours au lycée. Moi, je finissais à l'université. Et donc, moi, je commentais mes matchs. Ouais. Et puis, c'était une fan? Je fais partie du groupe de supporters d'Aloha qui venaient. Et puis, voilà, on a compris qu'apparemment, apparemment, il y avait quelque chose. Donc, je veux dire, ça s'est collé tout de suite. C'est-à-dire que quand c'est le modèle, oui. C'est la copie exacte que Dieu a présentée pour vous.
ça semble tout de suite. Et ça pas. Une de mes cousines disait, mais tu ne fais jamais parler avec ton épouse pour que vous fassiez des histoires pour qu'on vienne régler. N'importe quoi. Je dis, mais bon, je ne vois pas pourquoi. Je n'ai pas besoin de faire d'histoire. Oui, enfin, il n'y a pas de. Dis, mais de temps en temps, faites quelque chose, comme ça on nous appelle. Ça, c'est les cousines ou les belles-sœurs. Comment on fait pour tenir 35 ans dans un mariage? Quel conseil tu pourrais donner aux jeunes mariés? C'est le respect d'abord. C'est le respect. Comme je dis, il faut mettre la femme au cœur, le foyer. Moi, j'étais à la télévision, j'étais tout le temps parti. Ouais. Mais tout le temps parti. Si elle n'est pas là, c'est sûr que toutes les questions de la maison, des enfants, ça va vous remonter. C'est la ministre de l'Intérieur. Ça va vous déstabiliser. Elle est la ministre de l'Intérieur, la ministre de l'Économie et des Finances. Oui. Elle est... Alors, je vous raconte une anecdote. Quand moi, je sors de l'école, ma première passion, c'est d'acheter une voiture tout de suite. Oui. Je veux avoir les voitures de l'époque. Les jeunes fringants. Alors, un jour, elle me dit, mais est-ce que tu sais que la voiture dont tu parles, et je t'écoute là, on peut aller la chercher chez le concessionnaire et en rentrant, on fait un accident, soit on meurt, soit la voiture est hors service. Et puis après, on fait quoi? Je te conseille de payer une maison. Au départ, je lui dis, mais elle sort d'où? C'est comme ça. Mais elle a commencé, continué, mais elle n'a jamais rien forcé. Oui. C'est-à-dire que quand elle sent que je ne suis pas prêt à discuter de sa question de maison, elle passe à autre chose. Mais quand l'opportunité se présente, elle est là pour dire, je t'avais dit, bon, essayons. C'est vrai que si tu as une maison demain, que tu es couché là, que tu ne manges pas, ce n'est pas grave. Mais tu peux avoir une voiture et puis tu ne sais pas où dormir. Quelqu'un va venir taper à ta porte. Non, je ne sais pas. Hein, ça dépend de toi. Elle te plante la graine dans la tête. Voilà, elle a planté la graine. Bon, je vais dire, à un moment donné, je me suis rendu compte que ça n'était peut-être pas dans le mauvais ton. Ouais. Il fallait lui faire confiance. Donc, comment tes enfants te perçoivent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils représentent pour toi? Ils sont combien au total? Ils sont 4 et j'ai l'impression qu'ils ont l'impression que leur papa est un modèle parfait. Ouais. Ma dernière, elle est en terminale au lycée classique. Elle n'a pas de problème. Elle, c'est son modèle complet, son papa, quoi. C'est-à-dire que elle a envie de dire à ses enseignants, je suis la fille de Fernand Dédé, qu'elle doit bien travailler, et que tu dois signer ma copie pour que le professeur voit, quoi. C'est pas mal, ça. Je regarde les jeunes, je leur dis travailler, bosser. Demain sera difficile parce que nous-mêmes déjà, notre demain, quand nos parents, comme je dis, ils nous ont élevés dans des conditions difficiles, mais à leur époque, ils supportaient ça. On demandait beaucoup plus, ils nous donnaient ce qu'ils pouvaient donner, mais on trouvait qu'ils n'en faisaient pas assez. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, on est bien là, on se rend compte que c'est pas facile. Demain, ce sera encore pas plus facile, donc il faut laisser cette affaire de papa. Chacun doit construire son image par lui-même. Et je pense que c'est le conseil que je leur donne. Battez-vous pour que demain... moi, la seule chose que je leur dis, mon père, il a vécu 97 ans. Ah ouais. Il n'a jamais été en prison. Ouais. Il n'a jamais été en palabre avec quelqu'un. Il a participé à la construction de son village. Donc, le nom que nous portons doit être un nom qui ne va pas en prison. Et pour ne pas aller en prison, il faut respecter les valeurs. Il faut se donner des principes. Il faut vivre selon ses moyens. Voilà. Il faut aller à l'école, être capable de dire non quand ça ne correspond pas à vos convictions, mais il faut respecter des valeurs. Voilà. Donc, nous, le nom que nous portons, c'est un nom de valeur qui ne doit pas passer à côté, qui peut aller couvrir des reportages au pôle pénal, mais qui ne doit pas être à la barre du pôle pénal. Surtout pas. Surtout pas. Ma dernière question, c'est par rapport à ce bouleversement mondial qu'on vit depuis 2022, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et tous ses corollaires, et comment ça a changé notre quotidien. Maintenant, on se dit, mais on a vécu le avant. Nous, on a vécu le avant. Il y en a qui vont vivre que le après. On ne peut plus se passer forcément à un moment donné de ChatGPT et de toutes les applications génératives d'intelligence artificielle. Mais il y a aussi les dangers que ça représente. Et le monde de la presse
ait subi le contre-coup de tout ça, parce que comment vérifier l'information, comment savoir que telle image vidéo est réelle ou pas, quel audio est réel ou pas. Quelle est ta vision de tout ça, toi, en tant que journaliste? Moi, je me présente comme un classique. Mhm. Voilà, je regarde toujours tout avec froideur et lucidité. Mhm. Je ne m'emballe pas tout de suite. Je sais qu'on ne peut pas résister longtemps à l'avancée technologique. On doit l'intégrer. Moi, il m'arrive aujourd'hui de ne plus avoir de billets de banque en poche. Oui, bien sûr. Tout se fait par transfert d'argent. Aujourd'hui, c'est juste à scanner. On n'a plus besoin de faire de longs télégrammes pour courir à la gare, pour aider quelqu'un. C'est juste un transfert, un clic qu'on a. Le monde de demain sera très technologique. Et c'est d'ailleurs ça Houphouët-Boigny l'avait dit. Le président Houphouët-Boigny l'avait dit. L'avenir appartient à la science, à la technique, à la technologie. Quand il le disait dans les années 80, on se disait, il dit quoi lui? Il avait même dit que l'analphabète de demain, ce sera celui qui ne saura pas manipuler un ordinateur. Exactement, il était très visionnaire. On l'a dit, mais il dit quoi le vieux? Ouais. Mais aujourd'hui, on y est. Ouais. On y est. Maintenant, il faut que ces instruments soient utilisés avec responsabilité, avec d'abord une qualité de formation. Surtout. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui, tout le monde se jette sur tout le monde fait tout. Certains pensent même qu'ils sont à l'abri parce qu'ils ont un smartphone, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais quand la police toque à leur porte pour dire bonjour, c'est vous qui avez fait ça, allons-y, ils se rendent compte qu'en fait, on est dans un monde planétaire qui est ouvert et que celui qui ne sait pas marcher dans le village avec responsabilité, avec le respect des codes, des règles, eh ben, il se fait harakiri. Donc, le monde aujourd'hui, sous nos yeux, moi, je suis content de voir les jeunes aujourd'hui intégrer totalement les nouvelles technologies à leur mode de vie, à notre mode de vie, de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire hier. Qu'est-ce qu'on aurait fait tellement de choses. Moi, j'étais à Paris en 2016 et il y a eu l'attentat à Nice. Les premières images ont été filmées par les smartphones. Ouais. Puisque c'était la fin d'année. Donc, les feux d'artifice. Les feux d'artifice étaient sur la marche de la Reine, le parcours de la Reine. Et donc, quand la voiture entre dans la foule, donc, ce sont les smartphones qui font la différence. C'est-à-dire que le temps que la presse classique arrive sur les lieux, les blessés, les événements, tout avait été capté par... Et donc, à un moment donné, j'ai constaté que dans la télévision française, c'était la bagarre à qui allait acheter les images des détenteurs de smartphones sur les lieux. Mais aujourd'hui, on y est presque. Je vois aujourd'hui en Côte d'Ivoire des télévisions qui font des reportages avec des smartphones. Là où on avait forcément besoin d'une caméra de 3-4 kilos, aujourd'hui, c'est juste un smartphone avec un stabilisateur. Vous avez des images stables, directes. Donc, le monde évolue. On ne peut plus continuer de l'ignorer. On encourage les jeunes à aller à l'école, de s'ouvrir le chemin de demain. Ce sera forcément le passage obligé. Fernand, pour terminer, si tu devais résumer ton parcours qui n'est pas terminé, mais quand tu regardes en arrière tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, quel est le mot ou la phrase qui te viendrait et pourquoi? Journaliste. Si je reviens, je ne vais plus faire de détours. Je vais être journaliste du début à la fin. C'est ce qui me passionne le plus, parce que j'ai l'impression que ça dessine la vie, parce que j'ai constaté que celui qui détient l'info... Écoutez, le dernier remaniement ministériel, je voyais des personnalités du pays qui vous appellent. Ah oui, mais vos quiconques disent quoi? Ils disent quoi, vos quiconques? On ne vous a pas dit, mais il n'y a rien. Vous êtes son ministre. Le patron est où? J'ai appris qu'il a assigné. Il a assigné. Donc, il est là-bas, il va faire tu penses qu'il avait qui là-bas? Donc, je veux dire, celui qui détient l'information est le maître du jeu. Le quatrième pouvoir. L'information, aujourd'hui, fait le jeu, le game. Ouais. Donc, moi, si je devais résumer ma vie, je voudrais qu'on mette au fronton. Ici, j'ai un journaliste qui a aimé le métier, qui l'a fait avec passion, mais vraiment passion, qui ne regardait pas derrière, qui ne regardait pas devant. Pour moi, c'était la passion du métier. Pour moi, c'était
l'information. Est-ce que ce que vous dites là, vous l'avez vérifié? Oui. Et vous l'avez vérifié à quelle source? Quelles sont vos sources? Quelle est la crédibilité de vos sources? Quelle est la valeur de vos informations? Qu'est-ce que vous apportez comme plus-value? Parce que tout le monde sait que, mais vous, qu'est-ce qu'on mettait comme ingrédient? Qu'est-ce qui fait la différence? Quand vous posez ce genre de questions, vous ruinez votre santé, Oui. mais en même temps, vous donnez du plaisir. Moi, je me suis retrouvé à Ouagadougou dans le cas parce que je voulais faire le parcours. Je voulais voir comment mes parents voyagent. Je me suis retrouvé dans le train, en train de partir. Je me suis retrouvé dans des zones incroyables parce que quand je revenais rendre mes papiers, on dit, mais, tu as fait quoi? Comment? Je suis allé parce que je suis allé, c'est tout. J'aimais sur le lieu, sentir l'info, la recouper, la donner, mais vraiment dans son essence primaire. Oui. C'est tout. Donc, je voudrais vraiment qu'on retienne ça, qu'il a aimé ce métier, qu'il aime ce métier, qu'il voudrait que demain, ce métier soit davantage valorisé. Tu es une légende. Et je pense que tu as marqué et tu continues de marquer ton temps. Et surtout, tous ces journalistes qui viennent après et qui s'inspirent de toi. Je peux dire même que des journalistes comme toi, on n'en fait pas beaucoup. On n'en fait presque plus. Et j'espère que cette flamme va continuer. Nous, on est de l'autre côté. Moi, je ne suis pas journaliste. J'aime aussi l'information. J'ai commencé comme blogueuse. Je suis passionnée par ce que je vois, ce que j'entends et tout. Mais merci parce que tu as une inspiration. Et on en est là pour s'abreuver, toujours s'abreuver à ta source. Ça a été un plaisir de te recevoir, un honneur immense parce que tu ne donnes pas cet avantage à beaucoup de personnes et tu l'as fait pour moi et pour mes très chers abonnés. Je te remercie. Et bien sûr, moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous avec un ou une nouvelle invitée. Mais n'oubliez surtout pas, si ce n'est pas encore le cas, de vous abonner à ma chaîne et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun des prochains épisodes. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.